Tu écoutes l'épisode 161 avec Delphine Pinon de Richissime, l'argent et le couple. Alors, je suis super honorée d'avoir Delphine aujourd'hui comme invitée du podcast. Pour la petite histoire, en fait, moi, je suis le podcast de Richissime depuis très longtemps. J'ai beaucoup appris grâce à Delphine et donc je suis super contente de l'avoir aujourd'hui comme invitée du podcast. Bienvenue Delphine pour cet épisode. Hello Sandy, je suis ravie de parler de couple, d'amour, d'argent, comme d'habitude, quoi. Le nerf de la guerre. Peut-être pour les personnes qui ne te connaissent pas, est-ce que tu as envie un petit peu de te présenter en quelques mots avec l'angle que tu aimerais aborder dans le podcast? Avec plaisir. Comme je suis multicasquette, donc comme beaucoup de gens aujourd'hui, j'ai bientôt 38 ans, je suis maman et ça fait un peu plus de 5 ans et demi maintenant que j'ai créé ce podcast sur l'argent qui s'appelle Richissime. On y parle, c'est le podcast numéro un d'éducation financière en France. Donc on y parle d'investissement, mais aussi de psychologie de l'argent, ce qui est mon domaine de prédilection et ce qui me passionne, pour être tout à fait honnête. Et puis en parallèle, mon propre parcours vis-à-vis de l'argent et de ma relation à l'argent m'a amené à moi-même investir. Donc je suis aussi investisseuse, entrepreneur. Je forme des gens à la relation à l'argent et à l'investissement. Donc voilà, multicasquette. J'investis notamment dans des véhicules d'investissement traditionnels, mais j'essaye d'investir comme les meilleurs, ceux qui ont les meilleurs résultats. Et donc ça me permet d'obtenir des revenus passifs, c'est ma spécialité. Donc j'ai investi dans l'immobilier, particulièrement la location courte durée. J'ai investi dans des laveries, je rachète des laveries, des car wash. Je fais l'essentiel de mes investissements avec mon mari. Et voilà, tout ça, ça nous a rendus très heureux. Beaucoup de challenges. Pas assez riche aussi d'ailleurs, ça paye quand on fait les choses bien. Et donc c'est toutes ces casquettes et toute cette expertise que je partage notamment dans le podcast Richissime et sur mes différents réseaux sociaux au quotidien. Oui, et tu partages beaucoup. Moi, j'ai vraiment beaucoup appris. Je me suis mis à investir grâce, rien qu'en écoutant tes podcasts, parce que pour la petite histoire, j'ai quand même fait HEC à Lausanne, mais je gérais très mal mon argent, même si je savais faire des calculs. Ce sera pas la première. Et Vous en êtes fait, nombreux dans ce cas-là. c'est vraiment ça, ça apporte une bonne base et puis ensuite, bien sûr, tu proposes des programmes pour les personnes qui veulent continuer. Et le thème de la psychologie de l'argent et de l'impact que ça peut avoir dans les tensions dans le couple, bah, c'est le sujet que j'avais envie d'aborder avec toi aujourd'hui. Alors, j'ai pas des statistiques, mais grosso modo, le sujet de l'argent, c'est quand même dans le top 10 des conflits dans le couple. C'est le numéro un. C'est le numéro un, ouais, il y a les tâches ménagères. J'hésitais entre les deux, mais on va dire que la conséquence, elle est un peu plus importante. Et je trouve que c'est vraiment, ça reflète beaucoup de choses ou de difficultés que le couple peut avoir, en fait, quand on a du mal à parler d'argent. Ça reflète aussi d'autres difficultés dans le rapport en relation. Et j'avais vraiment envie de t'inviter sur, ben, pourquoi déjà c'est dur de parler d'argent, selon toi, selon l'expérience que tu as eue avec tes coachés. Pourquoi c'est important d'en parler, surtout pour les femmes. Comment parler d'argent, ça va vraiment être le thème. Et puis aussi, j'avais envie de te demander un petit peu des conseils sur dans différentes phases de la vie de couple, que ce soit la rencontre, emménager ensemble et l'arrivée d'un enfant. Quels seraient pour toi, avec ton expertise, les points essentiels en fait à mettre sur la table, à mettre sur le tapis? Alors, j'ai Par beaucoup quoi veux-tu aimé. commencer? Par quoi veux-tu commencer? Ouais, allez, on y va. Pourquoi tu penses en fait que c'est si dur de parler d'argent? Moi, c'est aussi quelque chose que je constate dans les personnes que j'accompagne. C'est quoi, toi, les retours que tu as souvent de tes coachés? Pourquoi c'est difficile? C'est culturel, c'est un héritage, c'est difficile de parler d'argent tout court. Et c'est aussi difficile de parler d'argent dans le couple parce que c'est jamais le sujet de l'argent qui est en jeu. C'est tout ce que ça revêt comme représentation culturelle, c'est tout ce que ça dit de toi, c'est tout ce que ça dit de moi. Et puis l'argent, moi je dis souvent l'argent c'est la vie. Mhm. On a trois ressources principales à notre disposition. On a notre temps, on a notre énergie, ou nos efforts, on va dire, et on a notre argent. Et c'est ce qu'on fait de ces trois ressources dans notre vie qui va dire ce qu'on fait de notre vie. Et c'est la combinaison de ces trois qui va nous amener là où on veut aller. Alors,
c'est vrai que mon expérience m'a montré que l'immense majorité des gens, malheureusement, sont un peu passagers de ça, c'est-à-dire finalement décident de ne pas décider de ce qu'ils vont faire de ces trois grandes ressources, laissent un peu passer la vie comme un passager. Et moi, ce que je propose systématiquement, c'est de se dire, OK, est-ce qu'on peut prendre l'attitude d'un pilote et est-ce qu'on peut se dire comment je vais utiliser ces trois ressources en totale conscience pour atteindre mes objectifs de vie. Donc ça demande deux choses. Ça demande premièrement de les définir, ces putains d'objectifs de vie. Qu'est-ce que je veux faire de ma vie? C'est quoi les valeurs importantes? C'est quoi, qu'est-ce qui est important pour moi? Qu'est-ce que j'ai envie d'avoir dans ma vie? Est-ce que j'ai envie d'avoir de la paix, de la joie? Est-ce que j'ai envie d'avoir du challenge, du défi, de l'accomplissement? Est-ce que j'ai envie, en ville, en campagne, en couple, pas en couple, beaucoup d'enfants, pas beaucoup d'enfants, carrière, pas trop carrière? Ça, c'est très personnel. Et donc, comment je fais pour atteindre ces objectifs, sachant que j'ai trois ressources, que certaines sont en quantité limitée au moins aujourd'hui, que le temps est toujours un petit peu en quantité limitée, l'énergie décroît à mesure qu'on avance dans l'âge, enfin, pour l'immense majorité des gens en tout cas. Quant à l'argent, c'est à la fois une ressource infinie, mais une ressource finie. Concrètement, dans notre vie, c'est une ressource finie, mais c'est une ressource qui se travaille quasiment jusqu'à l'infini. C'est pour ça qu'elle a vraiment un potentiel particulier, celle-là, parce que contrairement aux deux autres, on peut faire quelque chose, il y a un vrai levier. Si on comprend les dynamiques et qu'on se dit, OK, bah, je peux faire quelque chose et si je devenais pilote et si je comprenais comment je peux bien utiliser cette ressource pour me permettre d'atteindre mes objectifs à moi. C'est pour ça que je dis que l'argent, c'est la vie, parce que l'argent est un des moyens d'aller à la rencontre de ses aspirations, quelles qu'elles soient. Et donc, derrière les sujets d'argent, il y a toujours d'autres sujets. Il y a Mhm. toujours des sujets des valeurs qui sont les miennes, ce qui est important pour moi. Et donc, quand il y a des conflits dans le couple sur l'argent, souvent, ce que ça cache, c'est des conflits de valeurs, de priorités, de voilà ce qui est important pour moi et peut-être ce qui l'est moins pour toi. Et ça, c'est pas toujours bien compris et on reste sur la surface du problème financier alors que c'est un problème plus profond qui peut-être finalement est plus facile à résoudre quand on y enlève le sujet de l'argent et quand on reste au sujet de l'argent, on reste un peu bloqué dans cette dimension très matérielle. Je te donne un exemple très concret. Caricatural ou non, chacun dira si c'est caricatural ou non, mais quand monsieur a envie de mettre un peu plus de budget sur les vacances, parce que tout le monde travaille, monsieur, madame, parce que c'est un peu l'échappatoire de l'année, parce qu'on a envie de se faire plaisir, etc. Et que madame dit, ouais, mais quand même, moi j'aimerais bien qu'on mette un peu plus d'argent de côté, parce que j'aimerais bien qu'on refasse les travaux dans la maison, la cuisine ou l'éducation des enfants, peu importe. Qui a raison? Qui a raison? Personne. Donc la question, c'est pas il est radin, elle est radine, et il veut pas dépenser d'argent, oh elle m'emmerde, moi j'ai envie de m'amuser, machin et tout. C'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est qu'est-ce qui est important pour l'un et pour l'autre, et comment est-ce qu'on peut discuter de ça. Il y en a un qui a besoin, un fort besoin de décompresser, un fort besoin de s'amuser, d'excitation, de joie dans sa vie, et ça se matérialise par un budget vacances qui est important. L'autre a un besoin, alors de sécurité, de transmission vis-à-vis des enfants, si on parle de l'éducation, ou de se sentir bien chez soi, si on parle de la rénovation de la cuisine. Juste chacun met de la valeur à des endroits différents. Est-ce qu'il y a une bonne réponse? Non. Est-ce que c'est susceptible de créer des conflits? Oui. Est-ce qu'on peut résoudre ces problèmes-là? Oui. Comment? Ah bah tiens, peut-être en discutant. C'est quasiment la clé à tous les problèmes de couple. C'est pour ça que je dis derrière le problème d'argent, derrière il est radin, il dépense, gna gna gna, c'est un problème de vision de la vie qui ne s'accorde pas sur au moins un point, sur au moins les points où ça diverge. Ouais, et j'avais écouté ton épisode justement 162 où tu parles de comment parler d'argent plus facilement et je trouve que le fait de comprendre que c'est une question de valeur, ça ouvre le dialogue. C'est pas justement un est radin, l'autre est généreux, l'autre voit pas la valeur de ça, c'est vraiment quelles sont les valeurs un peu plus profondes et puis ce que je rajouterais, peut-être aussi, c'est le niveau de peur ou le niveau de sécurité qu'on peut sentir vis-à-vis de l'argent. Chaque personne a un besoin un niveau de sécurité qui est différent. Il y a des gens qui prennent plus de risques, moins de risques. Ça pourrait être aussi une source de conflit au sujet de l'argent. Et puis le troisième exemple que j'ai aussi vu quelquefois, c'est l'espèce de rapport de force qui peut être des fois dans le couple. Donc typiquement, si quelqu'un a plus tendance à se suradapter dans le couple, à pas oser faire valoir ses besoins et ses limites, eh bien peut-être aussi que ça peut être un frein dans le fait de parler d'argent parce que bah, c'est comme tu as dit souvent une source de conflit ou de différence. Pourquoi tu dirais particulièrement aux femmes que c'est important de parler d'argent? Donc là, on va être peut-être dans la casquette un peu féministe. Comment toi tu vois la situation?
Déjà, statistiquement, la question, alors culturellement, l'éducation financière est genrée. Et c'est inconscient comme tout ce qui se transmet dans la société patriarcale. Des fois, je me pose moi-même la question, mais quel héritage j'ai de cette société qui est décrite comme patriarcale? Je me rends pas toujours compte de manière consciente. Et puis, de temps en temps, je dis, ah oui, ça, tiens, moi j'ai été élevée comme ça, etc. Donc, c'est assez inconscient, mais l'éducation financière est relativement genrée. Et donc, les petits garçons deviennent des hommes qui ont la profonde conscience qu'ils ont la responsabilité du foyer, notamment financière, ce qui est le cas encore aujourd'hui dans 75% des couples, où les revenus sont différents entre l'homme et la femme, et où l'homme gagne plus que la femme. 75% des couples, donc ce n'est plus c'est un phénomène ultra majoritaire, en tout cas en France. Et donc, là, la question de où se positionne la femme, à qui on a plutôt appris que l'héritage de la femme, c'est qu'on l'entraîne, elle apprend toute sa vie à faire couple. Elle est née pour entretenir le couple, être en couple. Nous, dans la cour de récré, on discute des prénoms que nos enfants auront, mais quel petit garçon fait ça, enfin. Donc, il y a quand même quelque chose de l'ordre de, on sent pas ce poids de je vais devoir pourvoir. Nous, on sent ce poids de je vais devoir faire couple. La vie commence quand on fait couple. C'est une vie ratée pour une femme, c'est une vie de célibataire, c'est une vie de Catherinette. Je suis pas sûre que les hommes en diraient autant. Et d'ailleurs, une femme trentenaire célibataire va te dire, bah, peut-être que je vais attendre d'être en couple pour investir. Un homme te dira jamais ça. Donc, il y a des différences à la base. Et parler d'argent, c'est effectivement essayer de recréer de l'égalité au sein d'un couple où chacun a grandi avec son héritage et les choses ont pu se construire de manière empirique, légèrement inégalitaire, voire très fortement inégalitaire au sein du couple. Le premier sujet, c'est un sujet psychologique, c'est qu'est-ce que ça dit de moi quand je suis une femme qui parle d'argent? Ça, c'est le premier des sujets. Qu'est-ce que ça dit de moi quand je souhaite aborder le sujet de la répartition des dépenses? Qu'est-ce que ça dit de moi quand j'ai l'impression que c'est pas juste et que j'ose pas le dire? Tu vois? En fait, c'est la femme qui parle d'argent, c'est une femme vénale, c'est une femme intéressée et c'est pire dans les couples où il y a une inégalité salariale, parce que tu parlais de suradaptation tout à l'heure, et il y a un phénomène de compensation. La femme qui gagne moins, dans le couple où il y a une répartition proportionnelle des revenus, peut fortement avoir tendance à se dire, bah, moi je contribue moins, alors je contribue moins financièrement, hein, et donc je me sens obligée de, ou j'ai moins voix au chapitre, ou la décision m'appartient moins parce que je contribue moins. Donc déjà, parler d'argent, c'est aussi poser les bases de qui décide de quoi, sachant qu'effectivement, on n'a pas les mêmes revenus. Qu'est-ce qui est à toi, qu'est-ce qui est à moi? Il faut que la parole soit libre, quoi. Parce que c'est pas parce que tu contribues plus que c'est toi qui prends plus les décisions. En tout cas, dans ma conception, ça devrait pas l'être. Et il faut que ce soit mis sur la table. Donc le premier sujet, c'est à quel point la femme se sent libre d'exprimer ce qu'elle a exprimé, sachant tout ce qu'on vient de se dire. Le deuxième sujet, c'est effectivement comment on répartit la contribution de chacun aux dépenses, notamment quand chacun gagne pas la même chose. Alors il y a ce que chacun gagne, mais il y a aussi les patrimoines. Je gagne moins, mais j'ai plus de patrimoine. Il n'y a pas de grande vérité, il y a des principes, mais il n'y a pas de grande vérité. Il faut en tout cas pouvoir en parler. Et le troisième sujet, c'est le sujet de la fragilité de la femme vis-à-vis de la vie de manière générale. Donc, comment organise-t-on les conditions de mon indépendance financière au sein du couple et en dehors du couple si jamais notre couple vient à se séparer? Parce que les statistiques, je crois que c'est la baisse de niveau de vie d'une femme lors d'une séparation, c'est 19%, pour un homme c'est 2. Je te laisse imaginer la vitesse à laquelle l'homme rattrape l'écart et la vitesse à laquelle la femme rattrape ou non jamais cet écart. Donc, les femmes sont beaucoup plus vulnérables en cas de séparation et de divorce, malgré les régimes maritaux, malgré tout ce que le droit essaye de mettre en place pour protéger les plus vulnérables au sein d'un mariage. Les femmes sont quand même très vulnérabilisées par les séparations. Et donc, tout ça doit être réfléchi en amont quand on est en couple. Comment on organise les conditions de son indépendance, à la fois par le travail, le fait que la femme travaille et qu'elle gagne des revenus, mais aussi par les décisions qu'on va prendre au sein du couple sur la contribution de chacun, sur les niveaux d'épargne, sur les statuts matrimoniaux, typiquement, et sur les choix qu'on fait ou non, notamment quand les enfants arrivent, de qui fait
des concessions sur sa carrière ou pas, et quel impact ça aura, et du coup comment on s'adapte financièrement pour que ça ait le moins d'impact possible pour les uns et pour les autres. Je dirais les trois sujets, celui de la psychologie, de voilà, comment on accepte de parler malgré ce que ça peut vouloir dire de nous. Ensuite, comment on répartit la contribution aux finances et comment on organise la vraie indépendance de madame pour notamment les cas de séparation. Ouais, moi je te rejoins totalement et je trouve que c'est l'action la plus féministe possible de parler d'argent dans son couple en tant que femme. Moi en tout cas, dans mes coachings, je mets une importance sur ce sujet parce que ben oui, ça apprend à avoir des conversations difficiles et je pense que c'est là où en tant que femme, il peut y avoir les plus grands changements dans la société, un couple à la fois. Et d'ailleurs, si vous avez envie d'écouter Delphine, elle a fait des séries en été de coaching live où tu as coaché des couples. Je trouvais ça absolument génial parce qu'on voit les différents mécanismes en fait qui se mettaient en place. Donc allez écouter ces épisodes si vous voulez approfondir. Maintenant, je voulais te parler ben voilà, concrètement, comment on peut avoir une conversation. Donc dans ton épisode 162, tu avais 4 étapes. Moi j'ai un épisode de podcast, c'est l'épisode 131 où je parle de comment bien se disputer. Et je te propose de comment ouvrir le dialogue. Quelles sont toi les étapes que tu vois qui sont nécessaires? Puis je viendrai rajouter des petits trucs système nerveux ou autre au fur et à mesure. C'est pas tant des étapes que des principes fondamentaux de discussion sur l'argent qui doivent être respectés. Le premier, c'est que au sein d'un couple, donc je l'ai dit, pour moi, le couple, c'est la vie. Donc on ne peut pas refuser une conversation sur l'argent, parce que il y a des couples dans lesquels il n'y a pas de conversation sur l'argent, où il y a trop de tabous. Tu n'imagines pas le nombre de couples où les salaires ne sont même pas partagés. Ça fait des années qu'on vit ensemble, je ne sais pas combien gagne l'autre. Mais même pas, j'ai même pas une idée de combien gagne l'autre. Excusez-moi, mais ce n'est pas normal. Faut arrêter de normaliser cette situation. La vérité, c'est que plus un couple a omis le sujet pendant longtemps, plus le sujet a été ignoré pendant longtemps, plus ça va être difficile à rattraper. J'ai accompagné monsieur ou madame, en l'occurrence c'était madame, dans un couple, 13 ans sans jamais que le sujet soit abordé, avec des comptes d'apothicaire, on ne sait pas ce que gagne l'autre, on n'en a même pas la moindre idée, etc. Le tabou est tellement énorme que c'est compliqué. Ce premier principe, du coup, c'est que on ne peut pas refuser de s'engager dans une conversation. C'est-à-dire que si on est celui qui veut parler d'argent et que l'autre ne veut pas, l'autre ne peut pas se défiler. C'est pas possible. C'est-à-dire on doit être confrontant. Tu ne peux pas ne refuser de parler de ce sujet. Ouais, ça c'est essentiel. Et puis dans Tu la dois méthode, m'expliquer pourquoi. ouais, Tu ouais. dois m'expliquer. Non, mais si tu refuses, non, explique-moi concrètement pourquoi. Ça ne peut pas être un sujet néant dans le couple. C'est pas possible. Surtout que ça a quand même beaucoup d'implications dans le couple, ça impacte nos valeurs essentielles. Donc, premier principe, 300% validé. Et un couple, en tout cas qui vit ensemble, il y a plus de 60% des dépenses qui sont des dépenses communes en fait, qui ont un trait au foyer, au lieu de vie commun, aux enfants, etc. Donc comment on veut dépenser plus de 60% de ce qu'on dépense sans jamais en parler? En fait, ça n'a aucun sens. On ne peut pas ne pas s'engager dans une conversation sur l'argent et on doit dénoncer le comportement de l'autre qui fuit. Deuxième principe, c'est que il faut être capable de dire des choses qui peuvent être difficiles à dire. Et je pense que ça ne concerne pas que l'argent d'ailleurs. Donc, vous devez être capable de dire, j'ai l'impression qu'il y a une forme d'injustice dans ce qu'on fait, je suis pas à l'aise avec ça, j'ai l'impression de pas avoir le voix au chapitre, j'ai l'impression que quand tu décides ça, je ne suis pas respectée. Ce genre de choses qui sont difficiles à dire. Du coup, le troisième principe qui en découle, c'est on doit être capable d'entendre des choses qui sont difficiles à entendre. Et donc, c'est difficile parce qu'on doit avoir cette double posture, d'accepter de dire les choses et d'accepter de les entendre. Et quand je dis accepter de les entendre, ça veut dire ne pas monter dans les tours, partir comme une furie, hein, je suis désolée, comment ça, comment tu peux dire ça? Mais c'est moi qui fais tout le ménage à la maison. Non, l'autre a des choses à vous dire, vous devez les entendre. Mhm. Le principe de choses difficiles à entendre, qu'elles sont pas agréables. Ouais. Donc, si jamais ça monte, ça monte, ça monte, le mieux que vous ayez à faire, c'est waouh, là, je m'attendais pas à ça, c'est compliqué, je vais aller crier un bon coup dehors, ça me met hors de moi, c'est difficile à entendre. Ça régule ton sympathique en même temps. Voilà. Et on verra quand est-ce que j'aurai envie de réaborder le sujet. Mais qu'est-ce que vous faites quand vous faites ça? C'est que vous vous entraînez à avoir des conversations difficiles dans le couple. Parce que un couple qui dure, c'est un couple qui vivra des choses difficiles dans sa vie. Et si vous n'êtes pas habitué à vous dire les choses,
à un moment donné, il va y avoir des soucis et peu importe d'où ça vient. Donc, Oui. s'entraîner à dire les choses difficiles, c'est comme on peut être amené à dire à l'autre, ben, c'est vrai qu'en ce moment, j'ai un problème de désir vis-à-vis de toi. En ce moment, je m'ennuie dans notre couple. En ce moment, je reçois des sollicitations et j'y suis sensible et je comprends pas ce qui se passe. Voilà, tu es malade et c'est extrêmement difficile à vivre pour moi. Des choses qui sont autrement plus difficiles. Genre, on vient d'avoir un enfant et je me rends compte que ça chamboule totalement la vision que j'ai de toi et je suis dans un inconfort que j'ai jamais connu. Ça, c'est difficile. Donc, entraînez-vous à avoir des discussions difficiles sur l'argent. Voilà, j'ai l'impression que quand tu fais ça, tu nous appauvris. Ton comportement me fait extrêmement peur et j'arrive pas à te faire confiance. Ça, c'est des choses difficiles à dire. Et ça peut être à l'inverse, les mêmes choses qui seront difficiles à entendre. Et c'est la clé de durabilité d'un couple, d'être capable de dire et d'entendre ces choses-là, parce que c'est la seule base possible pour pouvoir ensuite en parler et trouver des solutions. Et vous ne pouvez pas ignorer le ressenti de l'autre, que vous le trouviez juste ou non, il existe. Et donc, ça se travaille. Et éventuellement, ça se travaille en thérapie, avec une aide extérieure, pourquoi pas. Et le Oui. dernier principe, c'est qu'on laisse pas une conversation comme ça, sans fin, sans but. On a commencé, mais on n'a jamais terminé. On clôture une conversation et on peut la clôturer en disant, bon, bah, ok, on vient d'ouvrir un sujet là. Oula, je vais aller respirer un petit peu. Et quand je serai prête, on en reparle. Et évidemment, il faut qu'il y ait une suite, un après. Effectivement, quand je serai prête, on en reparlera. Est-ce que c'est OK pour toi si on reparle de ce qui s'est passé il y a 48 heures? Je suis prête à en reparler et j'ai pris un peu de recul et je suis prête à en reparler. Voilà. Oui, j'ai beaucoup aimé aussi de dire qu'à la fin, il faut prendre une décision, en fait. De dire que, ben oui, c'est pas des discussions faciles, c'est, pour moi, honnêtement, ça, j'en parle dans mon épisode 131, c'est un muscle à muscler, quoi. Exactement. Être en couple, tu peux pas éviter ces conversations. C'est cette poussière que tu accumules sous le tapis qui, au bout d'un moment, fait que ça crée de la déconnexion dans le couple. Et forcément, plus tu avances dans la relation, plus tu montres la montagne, tu escalades, plus tu abordes des gros blocs. T'as parlé du manque de désir, t'as parlé de l'arrivée des enfants. C'est en général des bons blocs qui arrivent dans la vie d'un couple. Et c'est vrai que c'est un muscle à muscler. J'aime beaucoup ce que tu as dit, le côté de parler de ce qu'on ressent, de comment on voit les choses et d'accueillir le feedback. Si je peux rajouter peut-être deux conseils, un conseil assez bête, c'est de se fixer un rendez-vous. C'est souvent conseillé dans le dialogue Imago de se fixer un rendez-vous, de se fixer une durée maximum de rendez-vous, parce que souvent la peur d'un, c'est d'être emballé par l'autre dans des discussions sans fin. Donc de fixer un cadre, c'est aussi bon pour son système nerveux. Et puis de vérifier en fait dans quel état on arrive au moment de la discussion. Donc si on est au bord de l'explosion parce qu'on est énervé, frustré, on a envie de crier ou on se sent très déconnecté de l'autre, ben notre vibe, notre système nerveux peut rendre la conversation un petit peu plus difficile. Donc typiquement ce que tu as dit du crier, si vous êtes énervé, faites-le déjà en amont de la discussion, ça vous mettra dans une bonne connexion. Un moyen de voir en fait si vous êtes dans la capacité physiologique de parler, c'est vraiment de voir si vous êtes positif dans la discussion. Donc typiquement, c'est si, ok, c'est une conversation difficile, donc c'est jamais agréable, hein, c'est pas toujours le truc facile, mais que j'ai le ressenti que j'ai envie de partager ce que je ressens à l'autre et que ça va aboutir tôt ou tard sur une solution gagnant-gagnant. Là, vous êtes dans un état suffisamment de sécurité pour l'aborder. Sinon, allez sortir votre colère, allez sortir votre désespoir par le corps avant d'aborder la discussion. Ça, je trouvais c'était important à rajouter. Tu parles de sécurité et les personnes qui ont du mal à se livrer dans le couple, peu importe le sujet d'ailleurs, mais là si on parle d'argent, les personnes qui ont du mal à se livrer, c'est parce que justement elles se sentent pas en sécurité. Et la sécurité, ça commence par, je sais que si je vais aborder ce sujet, surtout les hommes sont comme ça, mais ouais, si j'aborde le sujet, on est parti pour des heures. Voilà. Et Et moi je vais voilà. être de mon mercredi soir, ça me prend le coup, donc je vais passer des heures à me faire engueuler. Et qui a envie de ça en fait? Voilà. Vous voulez favoriser l'ouverture chez votre partenaire, il y a des choses à changer dans votre propre comportement. Vous ne pouvez pas imposer une discussion à l'autre, vous ne pouvez pas imposer une discussion de 3 heures à l'autre. Vous devez changer votre posture pour quelque chose de plus accueillant et que la personne se dise, OK, j'ai réussi à dire un petit peu de ce que j'avais à dire qui était difficile. Bon, j'ai pas tout dit parce que, hein, mais oh, bah, c'est étonnant. Je pensais, OK, finalement, ça s'est mieux passé que ce que je pensais. Donc, il faudra des mois avant que la personne se sente en sécurité de s'ouvrir plus. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que quand l'autre a des difficultés à s'ouvrir et à parler, c'est à vous de travailler.
c'est chiant, hein, mais c'est à vous de favoriser cette ouverture parce que l'autre se sent pas accueilli dans ses ressentis. Et ces ressentis, ils sont peut-être difficiles à entendre pour vous. Ben forcément, s'ils sont difficiles à entendre, vous allez les bloquer et leur dire, ah non, ouais, c'est bon, à chaque fois que je lui dis un truc, je me le prends en pleine face. Du coup, c'est à vous de mieux accueillir ça. Parce que l'autre n'aura jamais envie de s'ouvrir tant que vous réagirez comme ça à chaque fois qu'il le fait. Ouais. La dynamique de conflit, c'est vraiment propre à chaque système. Et c'est vrai qu'il y a des choses qui ouvrent et il y a des choses qui ferment. Mais par contre, je rajouterais que aussi la personne qui a du mal à communiquer, elle a aussi quand même sa part d'action pour arriver à verbaliser et peut-être à commencer petit à petit pour mettre les choses et accepter l'inconfort que ça procure. Il y a une statistique de l'Institut Gottman qui dit que les 3 premières minutes d'une conversation difficile, ça prédit le sort d'une relation 6 ans plus tard. Ouf. Donc, ça va loin et ils expliquent, ça c'est un outil que vous pouvez peut-être prendre aussi, c'est le ratio de 5-1 de positif. C'est-à-dire que si dans les 3 premières minutes, dans la manière où tu abordes, donc ça peut être le non-verbal, mais aussi ce que tu dis, par exemple, au lieu de dire j'ai envie qu'on trouve une solution, j'apprécie que t'aies pris du temps de parler du sujet, ça pose une base de ok, on se pose, on est dans l'ouverture, on n'est pas dans le tu qui tue, et ça change, en fait, ce starter, ça change beaucoup sur la suite de la discussion. Donc rappelez-vous du 5 pour 1 de positif quand vous parlerez d'argent. Évitez d'avoir ces conversations-là au moment où c'est le plus chaud. Prenez un peu de recul. Je prends un exemple, mais si vous trouvez que l'autre est trop dépensier dans un domaine, voilà, monsieur, il flambe le PEL dans ses jeux vidéo et madame dans ses achats sur Amazon, soi-disant pour les enfants, mais en fait, c'est n'importe quoi. Euh, bon, bref. Il y a du reproche, etc. Au lieu de dire on reçoit un colis tous les jours, tu me saoules avec ces trucs-là, et après tu me reproches de dépenser ça, mais regarde ce que tu fais toi, etc. Alors, super la dynamique de la conversation, on est déjà mal barré. Vous pouvez déjà, avant d'aborder la conversation, réfléchir, ok, qu'est-ce qui pousse la personne à agir comme ça? Qu'est-ce qu'elle essaye de combler comme besoin, comme envie pour qu'elle se comporte comme ça? Qu'est-ce que ça procure chez moi comme émotion? Et est-ce que je peux plutôt partir de cette base-là sur la conversation? Donc, chérie, j'aimerais qu'on parle de quelque chose. Il y a quelque chose qui me pose de plus en plus problème parce que ça génère chez moi de l'insécurité. C'est toutes les dépenses qui sont en lien avec les commandes Amazon, quand j'achète beaucoup de choses pour les enfants, etc., etc. Ça me met dans un vrai inconfort parce que ça vient réveiller chez moi des choses qui sont profondes et qui sont en lien avec mon insécurité. J'ai aussi pris conscience qu'il y avait peut-être des comportements chez moi qui pouvaient créer la même chose avec toi. Par exemple, moi, je dépense beaucoup d'argent dans mes loisirs, etc. Mais du coup, je pense que ça vaut le coup d'en parler parce que je pense que si on s'en parle pas, eh ben, ça va continuer de grandir chez moi et ça ne me convient pas. Bon, bah, cette conversation, elle a 1000 fois plus de chances d'aboutir positivement que la première. Mais ce que ça demande, c'est d'avoir pris un petit peu de recul sur pourquoi la personne agit comme ça et qu'est-ce que ça provoque chez moi et peut-être qu'est-ce qui chez moi aussi peut provoquer chez l'autre des comportements qui ne me plaisent pas. Si on s'exprime à partir de ses peurs et de ses besoins, on a plus de chances d'aboutir à une solution intelligente et satisfaisante pour tout le monde que si on parle du reproche et de tu fais ça, c'est nul, c'est de la merde, ça m'énerve, arrête de faire ça, tu ressembles à ta mère, tu vas nous ruiner, etc. Oui, alors c'est vraiment cette habitude de passer du reproche à définir ce qu'on veut ou à dire ce qu'on ressent. Ça, vous pouvez l'appliquer de partout dans le couple. J'en discute dans l'épisode 131 aussi, parce que forcément, on se braque en fait. T'as pas envie de parler, c'est humain. Le tu qui tue, c'est vraiment l'expression qui résume ça. Ça fait que fermer le dialogue. Pour continuer, j'avais envie d'aborder avant la fin de l'épisode les 3 phases dans le couple où il y a souvent des conversations peut-être difficiles à aborder. Une, peut-être qui est la moins souvent citée, mais que Lucille Quillet, dans son livre Ce que le couple hétéro coûte aux femmes, Le dans prix à payer, et ça c'est le sous-titre, ouais, ce que le couple, ouais, ouais. le prix à payer, oui, voilà, exactement. Et elle parle aussi que même dans le processus de rencontre, bah, grosso modo, pour une femme, ça coûte plus cher. Qu'est-ce que toi, tu recommanderais ici de clarifier dans cette phase de rencontre avec quelqu'un? C'est une question de compatibilité en fait. Quand je disais l'argent c'est la vie, il y a des choses à valider avant qu'on décide de faire vraiment couple, de se mettre en ménage. C'est à quel point nos visions de la vie, de la sécurité, du risque,
de l'ambition, de la réussite. C'est quoi pour moi la sécurité, c'est quoi pour moi la réussite, etc. Et à quel point ces visions aussi, on n'a jamais la même vision. Mais est-ce qu'elles sont complémentaires, compatibles, ou est-ce qu'elles sont opposées et qu'elles vont créer des flammes, mais des flammes de l'enfer, quoi. Pas des petites étincelles mignonnes de l'amour, mais des flammes de l'enfer. Et c'est vrai que ça commence en phase de dating et ça se poursuit tout au long de la vie d'un couple. Et en fait, on commence pas. Alors, souvent, les couples se mettent à parler d'argent quand la question de se mettre en ménage arrive. Et le nombre de couples qui n'évoquent pas la question dans les 1 an, 2 ans, 3 ans pendant lesquels ils sont en couple, mais pas en ménage. Et tout d'un coup, on se met à parler d'argent. Ah oui, alors du coup, c'est combien tu gagnes déjà? Parce que du coup, on va pouvoir s'offrir un loyer de combien? Ou alors, si on veut acheter, ça va être quoi comme prêt? Et tout d'un coup, on découvre plein de choses. La question de l'emménagement, du mobilier, de la décoration aussi, mine de rien, on peut avoir des points de vue qui sont complètement différents. Où est-ce qu'on part en vacances? J'ai toute une série de questions à se poser. Pour moi, c'est pas forcément des questions de dating, c'est des questions à se poser tout au long de la vie d'un couple. On les adapte après, on adapte leur niveau de profondeur si on est un couple, un jeune couple qui vient de se former. Mais l'idée, c'est vraiment de vérifier la compatibilité financière avec la personne qu'on a en face de soi, quoi. Si tu veux, je peux te donner quelques exemples de ces fameuses questions qu'on peut se poser. C'est pas forcément des questions à se poser en phase de dating, mais je t'en donne quelques-unes. Et puis, chacun sera libre de les adapter. Mais tu vois, un couple qui discuterait peut-être une fois par mois ou une fois tous les quelques mois d'argent, ça pourrait donner des questions profondes comme est-ce que notre train de vie reflète nos priorités et nos valeurs, justement? Est-ce qu'on est aligné avec nos priorités et nos valeurs? Est-ce qu'on a la même définition de la sécurité financière et de la réussite? C'est quoi pour toi la sécurité financière? C'est quoi pour toi la réussite? S'il y en a un qui dit bah alors moi j'ai 100 000 € sur mes comptes et je me sens pas du tout en sécurité, et t'as l'autre qui dit ah ouais? Bah moi je vis à découvert, c'est marrant ça, je comprends pas. Tu vois, en phase de dating, c'est des petits signaux quand même. Il y a des petites alertes là-dedans. Est-ce qu'on a le même rapport au risque dans nos décisions financières? Comment trouver un équilibre? Est-ce qu'on est satisfait de notre façon de gérer les dépenses communes? Donc ça, c'est dans les couples qui sont installés. Est-ce qu'il y a des catégories de dépenses où l'un de nous deux se sent frustré ou incompris? Par exemple, il y en a un qui a pris la main mise sur certaines choses et l'autre se sent ou dépossédé ou frustré de ce qui se passe. Ça peut être les vacances, ça peut être les enfants, ça peut être plein de choses, les courses. Sommes-nous à l'aise avec notre niveau d'épargne par rapport à nos projets? Y a-t-il des dépenses récurrentes qu'on pourrait réduire sans affecter notre qualité de vie? Et puis pour les couples un petit peu plus établis, des questions sur l'investissement, quelle place on veut donner à l'investissement dans notre couple pour notamment éventuellement ne plus dépendre de nos revenus du travail ou moins dépendre de nos revenus du travail. Et est-ce qu'on a une stratégie d'investissement, point d'interrogation, et est-ce qu'elle est claire et compréhensible par tout le monde, par chacun d'entre nous? Franchement, si juste c'est C'est vraiment des super questions et même pas 10 questions. Et honnêtement, vous pouvez prendre cette liste de questions, la mettre dans le chat GPT et lui dire est-ce que tu peux m'en donner d'autres? Ou est-ce que tu peux me donner des questions plus adaptées à un couple, un jeune couple? Et franchement, le chat GPT va vous donner des bonnes idées de questions à se poser pour vérifier si on est compatible financièrement, y compris même, vous pouvez demander à ChatGPT des questions à se poser au premier date qui vont refléter effectivement qui est l'autre de ce point de vue-là et est-ce qu'il peut y avoir très rapidement une incompatibilité détectée, quoi. J'avais fait un épisode avec un jeune garçon qui s'était mis en couple avec une femme qui ne travaillait pas. Donc lui travaillait, avait toujours été très précautionneux dans son éducation. Il avait une maman qui avait vraiment fait énormément d'efforts, qui venait d'Afrique, qui était arrivée en France, qui avait fait énormément d'efforts pour que ses enfants puissent accéder à des études. Donc lui, il avait une relation assez saine à l'argent, il épargnait, il gagnait pas non plus des milliers des cents. Il s'est mis en couple avec une jeune femme qui, alors selon lui, hein, tu vois, s'était mis du jour au lendemain à avoir beaucoup d'exigences sur ah oui, mais il nous faut au moins tant de mètres carrés. Je rappelle que cette demoiselle ne travaillait pas et que du coup, elle ne contribuait pas non plus. Mais il nous faut tant de mètres carrés, on peut pas habiter dans moins que ça. Et puis, elle voulait le canapé à 3 000 €. Et puis, il faut acheter une voiture parce qu'on peut pas se contenter des transports en commun. Et lui, il a vécu comme ça. Il a quasiment revenu à zéro sur son épargne pour des exigences qui, selon lui, étaient celles de sa compagne parce que sa vision à elle était différente. Sa vision à elle, c'était monsieur doit pourvoir à faire en sorte que le couple ait le standing que son standing à elle de princesse, tu vois. Et lui, c'était pour ça. Lui, il était à des milliers d'années de faire ça, tu vois. Spoiler alert, ils se sont séparés. 1 an après, il m'a dit j'ai rencontré une femme formidable, elle est enceinte, on va avoir notre premier enfant.
Mais tu vois, on peut pas attendre d'être en ménage pour le découvrir, c'est pas possible. Oui, et puis je trouve aussi que ça permet, c'est vraiment l'occasion dans la rencontre de vérifier la capacité de l'autre à avoir un peu des conversations qui sont au-dessus du côté superficiel. Alors je vous dis pas d'aller demander le salaire de l'autre au premier date, mais Non, d'avoir ça un c'est peu, nul, ça, par exemple. Ça, c'est une question voilà. de merde. On demande pas son salaire. Ça va mettre l'autre dans une position inconfortable et franchement, ça va pas vous apprendre grand-chose. On voit ça sur les réseaux sociaux, ces demoiselles peu profil télé-réalité qui disent, ah, il faut au moins 1 million d'euros pour dater avec moi parce que je coûte 2 milliers d'euros par mois à entretenir. Bon, Non, peut-être que vous mais êtes comme c'est ça. pour ça que j'aimais bien tes questions, en fait, qui parlent plus de qu'est-ce qui me génère de la sécurité, quelle est ma vision, quelles sont mes valeurs. D'ailleurs, j'ai fait un épisode, l'épisode 150 sur 8 dates pour se découvrir. Et vraiment, c'est des recommandations de l'Institut Gottman sur quelles sont les 8 conversations à avoir. Une, c'est l'argent, mais il y en a aussi d'autres. Donc, si vous avez envie de poser les bonnes questions au moment de la rencontre, vous pouvez aussi écouter cet épisode. Le deuxième stade qu'on a parlé, c'est justement l'emménagement à deux. Quelles sont les questions d'argent ou les discussions clés que tu vois là? Là, on met tout sur la table. On met tout sur la table, combien gagne l'autre, parce que c'est aussi à ce moment-là qu'on va vraiment commencer à avoir de vraies dépenses communes, et que si ça n'a pas été réglé avant, qu'on va régler la question, alors pas une bonne fois pour toutes, mais en tout cas de manière provisoire et pour la première fois, de qui contribue à quelle hauteur. Donc, on doit mettre les discussions sur la table et donc chacun doit se sentir que c'est juste pour lui. Alors que le couple n'est pas forcément marié et donc pour les jeunes couples d'aujourd'hui, surtout ceux qui ont une éducation plus élevée et des revenus plus élevés, qui sont plutôt enclins aujourd'hui à séparer leurs revenus, cette idée de on n'a pas les mêmes revenus mais on fait pas 50-50 est très malaisante pour un jeune couple qui vient d'emménager et voilà encore qui n'a pas encore décidé de faire sa vie ensemble, tu vois. Mais ça doit quand même être mis sur la table et ça peut être très inconfortable pour monsieur parce que si on décide pas de répartir les revenus à 50-50, bah oui, monsieur doit aussi se dire qu'il va contribuer à 55, 60, 65 ou 70% des revenus s'il a décidé de faire couple avec cette jeune femme qui gagne considérablement moins. Et ça, c'est pas facile à accepter pour tous les jeunes hommes. Mais mesdames, c'est là que commence la question de l'indépendance financière. Parce que si vous ne gagnez pas la même chose mais que vous faites 50-50, qui pour certaines femmes et hommes est vu comme la vraie indépendance, ça, c'est les conditions de l'appauvrissement. Parce que une fois que vous avez fait 50-50, monsieur, il lui reste de l'argent pour épargner et vous, rien. Donc ça, c'est problématique parce que ce qui va se passer, c'est que vous allez calquer un petit peu plus le train de vie sur les moyens communs, les moyens mis en commun et donc ça va tirer vers le haut. Si vous aviez été seul, vous n'auriez pas dépensé autant, vous auriez eu de la marge de manœuvre pour épargner. Donc pour certaines femmes, la mise en couple est synonyme d'appauvrissement alors même qu'on sépare un certain nombre de frais en deux. Si c'est les conditions de votre mise en ménage, elles sont très mauvaises. Et donc, c'est la vigilance qui doit primer à ce moment-là, le dialogue. Et ça demande effectivement beaucoup de bienveillance et beaucoup d'amour. Et c'est un test pour le couple. Si madame aborde ces sujets-là et qu'ils sont mal reçus, ça ne veut pas dire que c'est rédhibitoire. Il peut y avoir un temps de oula, oui, moi j'y avais. Parce que les hommes n'y ont jamais réfléchi. Enfin, faut se dire, faut se dire les choses. Et donc, s'ils n'y ont jamais réfléchi, que vous abordez cette conversation et qu'ils ne sont pas prêts, il peut y avoir un temps d'adaptation. Mais à un moment donné, je pense qu'il faudra faire entendre raison à la personne. Si tu dois être en couple avec moi, sachant que tu as plus de revenus, c'est à la seule condition que je ne m'appauvrisse pas au sein de ce couple. Point, c'est ma limite. Voilà. Appuyez sur stop, revenez en arrière, réécoutez encore une fois. C'est extrêmement important. Merci d'avoir abordé le sujet. La dernière phase, c'est l'arrivée des enfants. Pourquoi? Parce que il y a souvent une personne qui réduit son temps de travail. C'est quoi les sujets ici que tu vois important de parler en termes d'argent? Il y a d'abord les sujets de grossesse. Il faut mettre sur la table tous les frais qu'engendre une grossesse. Et il y en a plus que ce que vous imaginez. Je vous donne un exemple. Que madame refasse sa garde-robe parce qu'elle est obligée. Même si c'est un peu de la dépanne, qu'elle emprunte à droite à gauche et qu'elle refait pas l'intégralité de sa garde-robe, c'est un sujet de couple.
vous avez choisi à deux d'avoir des enfants. Je suppose que ça vous fait plaisir que votre femme soit pas habillée comme un sac pendant toute sa grossesse, qu'elle prenne soin d'elle, qu'elle se sente bien, parce que si elle se sent bien, bah c'est aussi bien pour vous, parce que dès qu'une femme enceinte se sent mal, c'est la catastrophe à la maison. Donc toutes ces répercussions qui sont des enjeux de couple et de famille, eh bien, il n'y a aucune raison qu'ils soient pas mis sur la table. Donc, il y a un certain nombre de frais médicaux qui ne sont pas pris en charge. Je pense notamment à des frais d'ostéopathie, donc un peu de médecine naturelle, médecine douce, qui peuvent énormément soulager une grossesse. Une grossesse peut très bien se passer, elle peut aussi très mal se passer. Et donc, tout ça doit être absolument partagé. Les médicaments non remboursés, donc les frais médicaux, les hommes peuvent l'entendre, mais racheter un leggings de grossesse, je pense qu'il y a plein d'hommes qui n'ont pas tellement ça que ils vont devoir contribuer à acheter des jeans de grossesse et des leggings de grossesse et des soutiens-gorge de Très machin, là. sympathique à Voilà. acheter d'ailleurs. Des patchs pour les seins, les boobs qui allaitent, tu vois, ces trucs-là. Bah ouais. Voilà. Et c'est ça qui est délicat aussi, tu vois, parce qu'il peut y avoir l'homme qui dit, mais en fait, c'est son choix d'allaiter, c'est son choix de prolonger son congé maternité, ça aurait pas forcément été mon choix. Il n'y a pas de bonne réponse, c'est du dialogue. Est-ce que c'est vrai que peut être bien évidemment un choix de la femme qui a des conséquences sur son boulot, sur plein de choses. Et donc, quand c'est pas partagé, l'homme peut se sentir encore une fois dépossédé de cette décision. Bah, c'est sa décision en fait. Enfin, j'ai pas de bonne réponse à ça. Il faut en discuter. Ensuite, il y a l'après. Et il y a l'après, il y a toutes ses conséquences sur la vie. Et évidemment, déjà, il y a des femmes qui, oui, parce que c'est dans notre chair, c'est dans notre psyché. Il y a des femmes qui sont très impatientes de retrouver leur vie, leur boulot, leur travail. Et il y a des femmes qui vont fondamentalement changer leur relation au travail. Ça ne sera plus jamais comme avant parce qu'il y a une nouvelle priorité dans la vie. Et ça, c'est dans la chair. Et les hommes pourront jamais vraiment comprendre tous les changements, les bouleversements qui peuvent découler de ça. Donc oui, c'est vrai que on peut faire le choix de se désintéresser de sa carrière. Donc ça peut être choisi et subi. C'est Mhm. ça qu'il faut comprendre. Que le fait que la femme se désengage de sa carrière peut être choisi et subi par elle. Et donc la discussion doit avoir lieu. Qui supporte ce choix? Est-ce que ce choix est un choix de famille? Est-ce que ce choix est un choix de la femme? Et quelle solidarité on met en place pour soutenir ce choix? Et ça, c'est encore une fois le dialogue, parce que ça peut être un choix de madame qui est soutenu financièrement par monsieur, ça peut être un choix de madame qui désolidarise le couple, ou ça peut être un choix qui est considéré comme un choix de famille, parce que tout d'un coup on vit les choses d'une autre manière, et donc ce que tu décides, bah, c'est pour ton bien à toi, et si c'est pour ton bien à toi, c'est pour le bien de la famille, et donc on va considérer que ce sera un oui, comme si monsieur voulait changer de carrière et baisser ses revenus, et ben ok, on l'accepte, etc. Donc il y a tous ces impacts-là, et c'est des impacts qui seront à très long terme. Parce qu'une femme qui décide de mettre plus ou moins, entre parenthèses, sa carrière, ou de ralentir sa progression de carrière, elle le subira jusqu'à la fin de ses jours, notamment sur sa retraite. Donc c'est des conséquences qui sont très long terme. Et donc ça veut dire qu'il faut l'anticiper, le prévoir par l'épargne, par l'investissement et par les contrats de mariage ou les mécanismes de protection matrimoniaux. Ouais, merci de ces sujets. C'est rigolo. On s'est pas concerté avant, mais l'épisode juste avant toi, je parle du baby clash, donc ce qui se passe à l'arrivée d'un enfant. Et j'ai parlé des soins postpartum dans le cadre là. Donc tu m'as très fait rire avec tes leggings et tes soins d'ostéopathie. C'est un vrai sujet. Oui, tu parles du postpartum, je ne l'ai pas évoqué, mais c'est très vrai. Une femme qui aurait besoin d'un accompagnement postpartum du type thérapie, est-ce que c'est son problème à elle? Est-ce que Moi, je financièrement, pense que elle c'est, doit seule supporter ce ouais, problème? C'est un vrai sujet. Le ouais. postpartum, ça peut aller jusqu'à 3 ans. Les impacts, ils sont absolument pas que sur madame, ils sont sur la femme. Le couple peut en pâtir énormément et donc la famille, in fine, et les séparations post-accouchement, post-enfant sont nombreuses. Donc, est-ce qu'on partage cette solidarité, y compris donc dans les moyens qu'on y met? Ce qui peut être un C'est frein pour une femme de ne pas se faire aider parce que concrètement, elle a moins de moyens et si elle doit prendre sur son argent personnel au lieu que ce soit l'argent du couple,
couple, ça peut être un frein au fait qu'elle aille mieux et au fait donc que le couple se remette plus rapidement ou facilement de cette épreuve. Ouais, c'est vraiment ce que j'ai abordé juste dans l'épisode avant, parce qu'en effet, la dépression postpartum, tout ça, ça a des vraies conséquences, et c'est de se dire, ben voilà, comment on est solidaire dans son couple à ce stade-là. Donc, ben, Delphine, merci beaucoup d'avoir apporté plein d'exemples concrets, plein d'outils. Je pense que ça va être un épisode super riche. Dites-le nous sur Instagram, les leçons que vous avez tirées de l'épisode. En tout cas, ça nous ferait plaisir de vous entendre. Est-ce que tu as envie de faire un petit mot de la fin sur l'argent et le couple? Parler d'argent, tout simplement. Voilà, L'argent, parler c'est d'argent, c'est parler de la vie, exactement. Et en tout cas, si vous avez besoin de vous former, d'avoir une meilleure éducation financière, moi, je peux vraiment que vous recommander le podcast de Delphine, richissime. Vous avez bien sûr tous les liens dans les notes de l'épisode. Merci encore, Delphine. à toi, Sandy.